Les cellules de cancer de la prostate se développent dans un premier temps au sein de la glande elle-même. Leur multiplication se fait sous la dépendance de l'hormone principalement masculine, la testostérone, qui agit comme un engrais sur les cellules cancéreuses. Les cellules vont se développer dans un premier temps au niveau local, en s'étendant en dehors de la capsule de la prostate ou vers les vésicules séminales, avant de se développer régionalement vers les ganglions lymphatiques pelviens. Ensuite, la maladie peut se généraliser et devenir métastatique au niveau osseux ou viscéral. Un des éléments essentiels pour freiner le développement du cancer est de bloquer la synthèse ou l'action de la testostérone. Cela va fragiliser les cellules cancéreuses et ralentir leur multiplication. C'est le rôle de l'hormonothérapie, dont il existe deux grandes classes. La première va bloquer la synthèse de la testostérone. Elle est administrée par injection ou comprimée. La seconde va bloquer l'action de la testostérone en se fixant directement sur les récepteurs aux androgènes de la cellule, empêchant ainsi la testostérone de s'y fixer. Cette seconde classe d'hormonothérapie est prise sous forme de comprimés. Dans le langage médical, elle est communément appelée HTNG ou ARPI. Ces deux classes d'hormonothérapie améliorent efficacement la survie globale, mais sont aussi responsables d'effets secondaires. Les principaux effets secondaires liés à la disparition des androgènes sont la gynécomastie, les troubles sexuels, les bouffées de chaleur, la fragilité osseuse, les risques cardiovasculaires et la fatigue. Alors le traitement à base d'hormones, finalement, va abaisser le taux de testostérone et va donc avoir un impact direct sur la sexualité. On conçoit la sexualité, on peut voir la sexualité sous deux aspects, le désir et l'érection. Concernant le désir, avec la baisse de la testostérone, eh bien c'est assez variable. Il y a des patients qui vont garder un désir et des personnes qui vont totalement avoir une annihilation du désir, ils n'y penseront absolument pas et finalement la sexualité pour eux ne sera plus un problème. Pour le couple, ça sera à discuter et très probablement qu'un accompagnement peut être nécessaire dans ce cas-là pour essayer d'expliquer le fait que le traitement impacte la sexualité et comment compenser un petit peu cela. L'aspect érection, l'aspect finalement mécanique, est entre guillemets facile à corriger. Il y a des médicaments type Cialis, Viagra ou Levitra qui peuvent aider à maintenir une bonne érection. Il y a des médicaments de la famille des prostaglandines qui se présentent sous forme d'un gel ou sous forme d'injection qui vont permettre de créer l'érection de façon un petit peu artificielle sans forcément de lien avec le désir. Et puis après, il y a les côtés complètement mécaniques avec le vacuum, un système de pompe à vide qui permet de capturer le sang dans la verge avec un anneau élastique qui crée une érection, ou le point le plus abouti qui est la prothèse pénienne où là, de façon mécanique, on a une érection. Donc sur la partie mécanique, on a forcément une aide pour le patient, pour vous aider dans votre sexualité. Pour la partie libido, ça dépend bien sûr déjà de l'état de base. Il y a des patients qui sont très axés sur la sexualité, d'autres qui le sont moins. Ça dépend de l'impact qu'aura le traitement hormonal sur la libido. Certains auront un impact, d'autres n'en auront pas. Et pour ceux qui ont un fort impact sur la libido et qui en sont vraiment gênés, on sait que dans certains schémas thérapeutiques, on peut proposer des traitements hormonaux intermittents, c'est-à-dire des périodes avec traitement où là la sexualité est impactée, des périodes sans traitement dans lesquelles le patient récupère un niveau de testostérone plus normal et retrouve une certaine libido. Mais en tous les cas, tous ces points, bien sûr, on va les suivre ensemble. On va évaluer bien sûr l'évolution de votre maladie, l'effet du traitement, mais aussi cet impact important de ce traitement sur votre sexualité. Et on sera là pour en discuter ensemble ou éventuellement avec des personnes plus spécialisées dans l'andrologie s'il y a besoin. Alors dans le cancer de la prostate, on peut administrer deux types d'hormonothérapie aux patients. Le premier type d'hormonothérapie empêche la production de la testostérone. Le deuxième type d'hormonothérapie va agir sur l'action de la testostérone directement dans les cellules. Ces traitements ne sont pas dénués d'effets secondaires et la gynécomastie fait partie justement des effets indésirables potentiels.
Alors qu'est-ce que la gynécomastie? La gynécomastie, c'est le développement anormal de la glande mammaire chez l'homme. Elle peut être physiologique finalement, elle peut être naturelle durant la vie. Par exemple les nouveau-nés, à l'adolescence également, ou les messieurs avec l'âge qui avance peuvent présenter une gynécomastie. En revanche, effectivement, elle va être pathologique si elle est un effet secondaire des traitements hormonaux administrés pour le cancer de la prostate. Lorsqu'on utilise le premier type d'hormonothérapie, le risque de développer cette gynécomastie va être d'environ 10-15%, mais ça peut être de 50 à 80% quand on utilise l'autre type d'hormonothérapie qui agit directement dans les cellules. Pourquoi? Eh bien parce que comme on bloque l'action de la testostérone, l'organisme va réagir, va fabriquer encore davantage de testostérone et cette testostérone, elle va être transformée par l'organisme en hormone féminine, en œstrogène, qui va favoriser le développement de la glande mammaire. Il y a différents grades de gynécomastie. Le grade 1, c'est une gynécomastie qui est peu marquée, peu invalidante, incommodante. Le grade 2 correspond déjà à quelque chose de plus volumineux. En général, on a une hypertrophie des aréoles et des mamelons. Et derrière l'aréole, on va avoir une masse dure qu'on appelle les bourgeons mammaires. Et ça peut être très sensible, ça peut être douloureux pour les patients. Le grade 3, ça va être encore le stade suivant. Et là, on va avoir une ptose en fait des glandes mammaires. On va avoir un excès cutané aussi et le sein qui tombe. Et là, c'est vraiment une esthétique pour les patients. Et donc, suivant le grade de la gynécomastie, on va avoir différentes options. Alors, quand la gynécomastie est vraiment installée sur un grade 2 ou un grade 3, en général, ce qui marche le mieux, c'est la chirurgie. En cas de grade 2, on fait une petite incision au niveau de l'aréole et le chirurgien va retirer l'excédent de glande. Sur un grade 3, là c'est quelque chose de plus avancé, il va falloir aussi retirer l'excès cutané et donc ça demande des incisions souvent un petit peu plus larges et quelque chose de plus invasif. D'où la nécessité finalement d'aller prévenir cette gynécomastie. Et là on va avoir deux options. La première option c'est la radiothérapie, elle s'administre en 1 ou 2 séances d'une dizaine de minutes chacune. C'est un traitement qui est indolore et qui est bien toléré par les patients et qui a une bonne efficacité puisqu'on passe de 50% à 10-15% de risque de gynécomastie. La deuxième option, c'est le tamoxifène. C'est un médicament qui est habituellement prescrit aux femmes qui ont un cancer du sein hormonodépendant. Et ce traitement, en fait, c'est un anti-œstrogène et il va aller bloquer effectivement l'action des œstrogènes dans les cellules mammaires. Donc c'est également un traitement qui est bien toléré, qu'il va falloir prendre tous les jours en revanche, et puis pour une durée prolongée. Donc ce sont vraiment des discussions qu'il faut avoir avec le patient sur la meilleure stratégie à adopter. Ce qui est certain, c'est que la gynécomastie ne doit plus être un sujet tabou. Il convient vraiment d'aborder ce symptôme lors de la consultation médicale avec l'urologue, avec l'oncologue, de prévenir le patient de la potentielle survenue de la gynécomastie et de lui proposer les solutions en prévention ou en traitement, parce que c'est un symptôme qui peut vraiment avoir un impact tant sur la douleur que sur le plan psychologique. So today I want to discuss the hot flashes, one of the most bothersome symptoms that patients experience under hormonal therapy. The first part is what is causing these hot flashes? Well, it's actually a disruption in the neurotransmitters in the brain, typically the hypothalamus, caused by the sudden decrease in male testosterone, one of the most important factors. Of course, hormonal therapy, we need the testosterone to decrease to be effective to treat prostate cancer. So this side effect, which is quite bothersome, can be tackled and should be reduced as much as possible. So if you're a patient that has these symptoms, please discuss with your physician what the options are. The first part is, what will you experience? Well, you might experience a sudden warmth in your trunk, your neck, your face. That can last from several seconds up to minutes, even half an hour. It might cause palpitations, so you might feel your heart rhythm go up, and that might cause some anxiety as well. All these symptoms are, of course, self-limiting and they will pass again, but the entire duration of hormonal therapy, you might experience these more or less. And there are patients that say, well, this is the most bothersome effect I'm experiencing, and that might be a reason for you to stop your oncological treatment. So that's why we have to look at what are tips and tricks you can do for yourself to avoid these symptoms. Well, one of them is try to avoid situations where there's a sudden increase in heat. So we can think of foods to avoid, like spiced food, alcohol, even smoking can cause this.
And if you think, okay, what can I do at home? Try to think of sleeping in a cool room, wear layered clothing that's breathable. Those are all small things you can do yourself. Avoid these saunas, avoid these hot showers. So typical logical things you can do for yourself. Now, if these aren't sufficient, then we can look at medical treatments. And the two medical treatments that are used are either hormonal or non-hormonal. And from the non-hormonal group, you have drugs like gabapentin, antidepressants, or oxybutynin. That last one, oxybutynin, is probably the most effective one. It's an option you should discuss with your physician if it's the right choice for you. On the other hand, we have the more hormonal manipulations, and you can think of switching of one hormonal treatment to another. That might be a potential solution. You might think of something like medroxyprogesterone acetate, because it's a very potent drug that effectively reduces these hot flashes to an enormous extent, and many of my patients are very happy with that. But the downside is that in a few cases it might give thromboembolic events, which of course you want to avoid. So typically we start with a low dose and we try to go as low as possible, trying to reduce these hot flashes for our patients. So with that, I hope I was able to give you some tips and tricks. Do discuss this with your physician, because there's numerous options that might benefit you in reducing these side effects. Thank you. La prise en charge de votre santé osseuse est primordiale. Tout d'abord parce que vous êtes âgé et donc vous êtes normalement exposé à avoir une perte osseuse, une fragilité osseuse. Et d'autre part parce que nous allons prescrire des traitements de type hormonothérapie et même peut-être de la cortisone, parfois associée à certains traitements, qui vont majorer cette perte osseuse qui peut être précoce et qui va en plus s'accumuler avec le temps. En plus, elle peut majorer une fonte musculaire et tout cela combiné peut entraîner une augmentation du risque de chute et de fracture. Il faut absolument éviter cet événement de fracture pour vous en prescrivant éventuellement des traitements qui vont permettre d'augmenter cette densité osseuse. Cela se basera sur l'évaluation de votre densitométrie osseuse et puis des facteurs de risque que nous collecterons à l'interrogatoire qui nous permettront, avec peut-être l'aide des rhumatologues, de poser l'indication de ces traitements. Ces traitements se font à domicile, ne vous inquiétez pas, ce sera avec une infirmière, en injection sous-cutanée ou intraveineuse, sur un mode semestriel ou annuel. Malheureusement, plus tard, il est possible aussi qu'on utilise ces mêmes traitements avec une posologie qui soit cette fois-ci mensuelle. On sera obligé de mettre ce traitement avec une consommation de calcium et vitamine D. Et il faudra aussi voir le dentiste régulièrement parce que vous pouvez avoir des problèmes dentaires associés à ces traitements. Pour autant, il faudra vraiment les prendre car ça permettra que vous n'ayez pas de problèmes au niveau osseux de type fracture ou nécessité d'une radiothérapie pour calmer une douleur liée à une métastase. En complément de ces traitements qui vous permettront d'augmenter la qualité de votre os, il sera évidemment très important de juste être sur des règles très simples au quotidien et notamment de garder une bonne activité physique qui pourra améliorer la densité de votre os, mais également travailler sur votre muscle. Et cela aussi, c'est très important pour prévenir votre risque de chute et aussi de fracture. Lorsqu'on démarre un traitement d'hormonothérapie, il faut considérer que cela, ça n'impacte pas simplement les cellules cancéreuses avec l'effet de baisser les taux de testostérone, mais ça peut avoir également un impact au niveau cardiovasculaire. C'est très important à considérer que l'hormonothérapie peut provoquer des effets au niveau du taux lipidique, une augmentation de la glycémie, une prise de poids. Pour tout cela, c'est aussi important de considérer que les hormonothérapies de nouvelle génération peuvent avoir des effets secondaires encore plus importants, notamment sous des troubles électrolytiques ou du profil tensionnel. Pour ces raisons, il faut que vous discutiez avec votre médecin traitant pour une prise en charge initiale, en considérant tous ces aspects et en plus des mesures classiques telles que des habitudes alimentaires saines, une vie active, de l'exercice physique, il faudra considérer aussi de vous adresser en cas de facteurs de risque chez un cardiologue. C'est très important qu'on aille une communication claire et bien établie avec les collègues de la cardiologie pour faire de la prévention, mais également pour traiter
les situations dans lesquelles on a des troubles induits par les traitements d'hormonothérapie. En considération du risque accru des problèmes cardiovasculaires induits par l'hormonothérapie, c'est très important une prise en charge multidisciplinaire et un contact avec votre médecin traitant, avec les cardiologues, pour ne pas simplement garantir une prévention des effets secondaires hormono-induits au niveau cardiovasculaire, mais également pour envisager un traitement lorsqu'il est nécessaire. Les hormonothérapies qui vous ont été prescrites vont déséquilibrer pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une augmentation de l'hypertension artérielle, il risque d'y avoir des troubles de la glycémie, des modifications métaboliques qui participent à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Il est capital que vous puissiez essayer de diminuer ces risques, à savoir diminuer l'hypertension artérielle, diminuer le risque d'hyperglycémie. Et là, encore une fois, l'activité physique est un facteur capital sur lequel vous avez un mode d'action. Vous pouvez essayer de diminuer ces facteurs de risque. L'hormonothérapie entraîne un risque de fatigue. Une fatigue qui s'apparente à une lassitude, à une perte d'envie de faire des choses. Et là encore, l'activité physique permettra de diminuer cette fatigue. Plutôt que de vous dire « je vais me reposer, rester dans le canapé », non. Essayez de participer à des groupes qui vous entraîneront à faire cette activité physique ou de vous-même aller faire de la marche ou de l'activité physique en pleine nature qui vous permettra de contrebalancer cet effet de fatigue. Vous recevez donc cette hormonothérapie pour la prise en charge de votre cancer de la prostate, que la maladie d'ailleurs soit localisée ou bien que malheureusement il y ait une maladie métastatique. Que ce soit l'hormonothérapie de première ou de deuxième génération, comme on vous l'a expliqué, c'est ce qui vous soigne, c'est ce qui permet de contrôler votre maladie et donc c'est un élément à prendre et c'est un élément d'intérêt pour aller vers la rémission qui est l'objectif que vous avez et que nous avons aussi quand on vous prend en charge. Il faut savoir que ces traitements, on les prescrit et que vous avez une histoire de vie et peut-être d'autres maladies, de la tension, du diabète, du cholestérol, des reflux gastro-œsophagiens ou des problèmes gastriques, et pour ça vous avez des médicaments. Quand on va prescrire notre hormonothérapie, on va devoir s'adapter aux médicaments que vous avez déjà. Pourquoi ? Parce que les deux vont interagir. L'hormonothérapie, vos médicaments du quotidien. Qu'est-ce que ça peut générer ? Ça peut faire que votre hormonothérapie va être moins efficace, ce qui n'est pas le but, ou bien qu'elle va vous donner plus d'effets secondaires. À l'inverse, en prescrivant l'hormonothérapie, on peut réduire l'efficacité de vos médicaments qui contrôlent la tension, le diabète, les éléments cardiovasculaires, etc. ou aussi en maximiser les effets secondaires. Donc vous voyez qu'il y a un élément d'interaction entre ces deux stratégies thérapeutiques et que nous, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Comment vous pouvez faire pour limiter ce risque d'interaction de ce traitement essentiel pour la prise en charge de votre maladie ? 1. Respecter les posologies. 2. Respecter les horaires de prise. Il y a des médicaments qu'il faut prendre à des horaires vraiment précis, à distance des repas, ou voilà, c'est à peu près ça qu'il faut entendre. Pas d'automédication. Si vous vous automédiquez, on ne sait pas ce que vous faites et vous avez certainement un risque de déséquilibrer ce traitement qu'on vous donne et donc de générer des effets secondaires potentiellement graves. Donc pas d'automédication. Le dernier point à aborder, les compléments alimentaires. On voit de plus en plus dans les prises en charge la place des compléments alimentaires, certains bénéfiques, certains non, mais ces compléments alimentaires peuvent contenir des substances qui peuvent aussi travailler, diminuer ou augmenter les effets secondaires des traitements qu'on vous donne. Il faut que vous nous informiez. Le message clé dans ce passage-là que je vous délivre, c'est de dire, si vous avez un doute, vous allez voir votre médecin traitant, vous pouvez en parler à votre pharmacien, vous en parlez à votre urologue, à votre oncologue ou à votre radiothérapeute, mais dans tous les cas, on essaie de faire les choses ensemble pour pouvoir avoir une qualité de vie optimale sous cette double hormonothérapie. Si vous ou un de vos proches êtes concerné par le cancer de la prostate et que vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à en parler à votre urologue ou à votre cancérologue.